Salut camarades artistes. J'ai failli pas faire cette vidéo. Je regarde si tout marche bien. Ouais, ça tourne. J'ai failli pas faire cette vidéo parce que j'ai un Bassman de 67. Et comme j'ai déjà fait des vidéos sur les Twins, etc., les Deluxe, Reverb et tout, je me disais, je vais pas refaire encore une vidéo sur un 67, un Bassman, parce que franchement, au niveau de l'architecture, on est exactement pareil. Alors évidemment, il y a des composants qui changent, il y a des petits détails dans le schéma qui sont évidemment différents, puisque de toute façon, c'est un ampli de base, donc forcément, les corrections sont différentes, etc. Mais franchement, quand on connaît un Twin de ces époques-là ou un Deluxe, etc., on arrive là, on n'est pas dépaysé. Hein. J'ai quand même décidé de faire une vidéo pour une raison très simple, c'est que... Alors, c'est un blackface, hein, mais qui est post-CBS, donc ça prouve une fois de plus un blackface qui n'est pas silver, même si on est à l'époque CBS. Donc ça prouve une fois de plus qu'il vidait les fonds de tiroir. Les transfos, tout est pareil que ceux avant 65, etc. Donc bon... Comme quoi, hein. Il n'y a qu'une chose, pour moi, importante qui change, c'est la manière dont il polarise les lampes, le bias, le réglage de bias. Le réglage de bias est un peu pénible. Mais on en reparlera après. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que il y a une histoire à raconter derrière tout ça. Le propriétaire m'a donné carte blanche pour faire ce que je voulais dedans. C'est la première fois, je crois que ça m'arrive, sur un ampli de collection comme ça, où j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Il y a une chose, c'est qu'il veut l'utiliser, il veut plus qu'il y ait de souffle, il veut plus qu'il y ait de bruit, et il veut qu'il marche parfaitement. Peu importe si je dois changer la moitié de l'ampli ou pas, il s'en fout. Je lui mettrai de toute façon toutes les pièces à part, hein, bien. Donc, moi, avoir carte blanche sur un ampli de 67, comme ça me plaît, parce que je suis toujours un peu frustré avec les amplis de collection que j'ai. Comme on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses parce qu'ils perdent de la valeur, je rends toujours un ampli qui souffle, qui a un peu de bruit, qui est bon, voilà, parce que il souffle parce qu'il y a les résistances carbone. Il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a des petits faux contacts par-ci par-là, mais bon, comme on ne peut pas changer tout ce qu'on veut, les boutons par exemple, les switches Deep Bright, etc., bon, ça c'est... normalement, on ne peut pas les changer, enfin bref. Et ça me faisait penser à l'histoire de... Ça me faisait penser aux Grecs et à l'histoire de Thésée. Thésée, vous connaissez l'histoire, peut-être si vous ne la connaissez pas, je vous la raconte vite fait. Thésée part avec son bateau et des otages, on va dire, sur l'île où il y a le Minotaure. Et le Minotaure mange... alors, il y a plusieurs versions, il y en a qui disent c'est des enfants, d'autres qui disent c'est des vierges, etc. Et Thésée dit, moi je vais vous débarrasser du Minotaure. Vous inquiétez pas. Alors le Minotaure est dans le labyrinthe, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis en cours de route, il rencontre Ariane, qui lui donne une bobine de fil, le fameux fil d'Ariane. Et ça lui permettra de ressortir du labyrinthe quand il aura tué le Minotaure. Elle lui donne en plus une épée magique qui va permettre de couper la tête au Minotaure. Il rentre dans le labyrinthe, il coupe la tête du Minotaure, il ressort grâce à Ariane. Tout est bien qui finit bien. Ariane est amoureuse de Thésée, évidemment. Et ils partent pour revenir sur Athènes. En cours de route, alors évidemment, ils ramènent les otages qui étaient pour le Minotaure. Alors, soit des enfants, soit des vierges. En cours de route, ils larguent Ariane sur une île. On ne sait pas pourquoi. Moi, je sais, hein, si c'était des vierges, pourquoi garder Ariane alors qu'il avait plein de vierges dans son bateau, hein. C'est mon hypothèse.
je la garde. Et puis, il revient donc à Athènes, en héros, etc. Il y a une magouille aussi, il se débarrasse de son père. Moi, je dis qu'il se débarrasse de son père parce que normalement, quand il arrivait sur le port d'Athènes, il devait mettre une voile blanche en disant « je suis vivant et j'ai gagné ». Et il oublie de le faire. Son père, désespéré, pouf, il saute des remparts, il se tue. Moi, à mon avis, il l'a fait exprès. Hein. C'était pour se débarrasser de son père. Comme ça, il était tranquille, il arrivait, il était roi. Nickel. Il était débarrassé d'Ariane, il avait ses vierges et il était roi. Je veux dire, il a quand même bien joué le coup. Hein. Ça, c'est la mythologie selon mon propre point de vue. Hein. Bref, le bateau qui a emmené Thésée à l'île du Minotaure et qui est revenu devient un objet de culte pour les Athéniens, à tel point qu'ils vont l'entretenir pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, ça va être un objet de culte. Thésée, le grand... En plus, apparemment, c'était un homme politique avisé, puisqu'il s'occupait beaucoup du peuple, etc., très démocrate et tout. Bon, quoi qu'en ce moment, c'est pas un bon exemple. Et donc, on retrouve ce bateau 1000 ans après. Et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est un peu comme nos amplis guitares, là, nos vieux amplis guitares. Au fur et à mesure, ils ont changé des pièces dessus, parce que le bateau, évidemment, il vieillissait, donc il fallait l'entretenir continuellement. À la fin des 1000 ans, il ne reste plus une pièce d'origine. Et l'interrogation, c'est est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée ou pas? On a le même problème avec nos amplis. À force de changer des pièces dessus, à force de les réparer, est-ce qu'on va pouvoir considérer que ce sont encore des amplificateurs Fender, Bassman de l'époque, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Alors, il y a deux écoles là-dedans. Il y a l'école qui est assez peu répandue, où on me dit fais ce que tu veux, moi je veux qu'il marche parce que je veux l'utiliser. Puis il y a l'école des gens qui disent je veux l'utiliser, mais tu changes le minimum de pièces, et même s'il y a du souffle, des ronfles, etc., tu laisses parce qu'on veut garder la valeur de l'ampli. Ça aura une fin de toute façon, puisqu'il arrivera un moment où on ne pourra plus, hein, on pourra plus les faire marcher. Soit alors après, on les mettra dans une vitrine, ou on les réparera. On sera obligé. Si on change à peu près toutes les pièces, je ne sais pas, j'imagine dans un siècle, on aura tout changé dedans, est-ce qu'on pourra encore dire que c'est un Fender 67 d'époque? Mais ce que j'aime dans l'idée du bateau de Thésée, c'est que c'est aussi une espèce de conte mythologique pour nous faire réfléchir et nous faire accepter le changement. Il faut accepter le changement. Il faut accepter de changer nous-mêmes, hein, c'est le problème d'identité qui est soulevé aussi par le bateau de Thésée, par des philosophes, etc. Il faut accepter le changement, il faut accepter que les choses vieillissent, qu'on les répare, qu'elles sont plus du tout, nous on n'est plus du tout, nos cellules ont été complètement changées plusieurs fois depuis qu'on est né. Donc tout ça, alors après, bon, il y a les tenants du pour, du contre, mais je pense qu'il faut, comme tous les paradoxes, les deux sont vrais. Après, il faut choisir. Donc le choix qui a été fait sur cet ampli, c'est de tout changer. On veut quelque chose qui fonctionne bien. Il me disait, quand il le met, par exemple, sur un OXbox, il y a tout le bruit de fond qui ressort, donc c'est un peu embêtant. Il a un problème aussi, il a un vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de correction de basse. Les basses, dans le canal basse, les corrections de basse ne fonctionnent plus. Elles fonctionnent sur le canal guitare. Il y a des crachements, il y a des petites choses. Alors ça, j'ai trouvé ce que c'était. C'était le potentiomètre de bias ici, qui était un peu déréglé. Et alors, parce que c'est un bias très particulier, mais je vais y revenir après. Simplement, là, il était déréglé. Et ça provoque un ronflement. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc on va bien s'amuser parce qu'on peut retaper cet ampli comme on en a envie. Alors,
pour enlever le souffle. Le souffle, je rappelle, c'est comme ça. Une ronfle, c'est... Je précise parce qu'il y a des gens qui me disent mon ampli ronfle alors qu'il souffle. Le souffle, c'est... C'est ce qu'on entend là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais essayer de vous le faire... Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu. Ça, c'est du souffle, ça. Et le souffle, il est provoqué par les résistances au carbone. Les résistances carbone sont des résistances qui soufflent énormément. Je vous mets un petit encart là pour vous montrer un peu les différences entre les différentes technologies de résistance et les niveaux de bruit que ça peut provoquer. Alors toutes ces histoires de bruit, il faut prendre en considération deux types de bruit. Le bruit de Nyquist Johnson, qui est le bruit brownien des électrons à température ambiante, par exemple, ou qui augmente avec la température, c'est le bruit thermique. Ça, c'est le premier type de bruit qu'on a. Mais on a un deuxième type de bruit, qui est le bruit généré par une tension aux bornes de la résistance. Et on appelle ça l'excess noise, et qui vient s'ajouter au bruit de base de Johnson-Nyquist. On a l'excess noise sur cette petite figure-là, ici. Donc là, l'excess noise, ce sont des microvolts par volt et par décade. C'est-à-dire que si je regarde la formule, nous avons un bruit que l'on va définir par le nombre de microvolts par volt qui est appliqué aux bornes de la résistance. Et comme ce bruit est dépendant de la fréquence, on va dire que c'est par décade. Le nombre de décades est donné par la bande passante et calculé de la manière suivante, c'est-à-dire log base 10 de F2 divisé par F1. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut le bruit l'excess noise d'une résistance de 20 Hz à 10 kHz, on va faire le log de 10 000 divisé par 20. Si, par exemple, on va prendre l'exemple d'une résistance d'anode, si on lui applique 100 volts, sur une bande passante de 20 à 10 kHz, on va calculer de la manière suivante. 1 fois 100 fois log de 10 000 divisé par 20. Ce qui nous donne 270 microvolts d'excess noise. Et comme dit dans l'exemple de ce livre, c'est le titre du livre, c'est Designing Tube Preamp for Guitar and Bass, seconde édition, et c'est un livre de Merlin Blencowe. C'est une petite bible, hein, ce bouquin. Donc ce bruit excess noise vient se rajouter au bruit intrinsèque de la résistance. Et là, on a pour 100 volts, si on a 450 volts sur l'anode, vous imaginez le niveau de bruit qu'on va récupérer. D'ailleurs, il marque Generate an alarming 270 microvolts excess noise. Pour cette raison, les résistances carbone doivent être évitées sur les étages d'entrée. C'est clair. Alors, sur ce petit encart-là, on a des différents types de résistance et leur excess noise. On a ici les résistances bobinées, les films métal, donc on a minimum 0,01, maximum 0,3, métal oxyde 0,1 à 1, donc celles-ci ne sont pas très conseillées. Carbone film sont pas mal. C'est un compromis. Et carbone composition, donc c'est du carbone aggloméré, hein. Ça, c'est vraiment... voilà, en gros, on a les deux qui ont les excess noise les plus importants, en microvolts par volt. Moi, je pense que ce qui est le plus intéressant maintenant à notre époque, c'est d'utiliser les films métal. Hein. C'est quand même... ça coûte pas cher.
Elles sont de bonne qualité. Les métalloxydes ont un intérêt. Elles sont beaucoup utilisées apparemment dans le spatial, dans l'aéronautique, etc. Parce que ce sont des résistances qui résistent à des températures très très élevées et qui ne prennent jamais feu, contrairement aux autres résistances. Elles sont utilisées pour des applications qui sont sensibles. Donc c'est beaucoup, hein. Si on regarde le calcul qui est en exemple, je l'ai pas mis je l'ai pas pris en photo, mais on va se retrouver avec 270 microvolts d'excess noise. Pour 100 volts, ça veut dire qu'il faut qu'on multiplie par 4 cette valeur, et on se retrouve facilement avec des millivolts. Donc le bruit de ces résistances, que ce soit carbone ou métalloxyde par exemple, est quand même très très significatif. Les résistances carbone film sont bien meilleures, mais les résistances carbone aggloméré comme on avait à l'époque, c'est une catastrophe au niveau du bruit de fond. Le problème, c'est qu'il faut quasiment toutes les changer. Si on n'en change qu'une, ça ne sert à rien. Il faut toutes les changer parce que leur bruit s'additionne au fur et à mesure des étages. Donc il faut quasiment toutes les changer. Je vais le faire sur un canal basse, puisque en plus c'est lui qui est en panne. Donc je vais vérifier le canal basse. Je vous montre l'intérieur. Je vais virer ça. Voilà. L'intérieur, on a des condensateurs. Ah, vous voyez déjà, là, on a classique, hein, ces condensateurs céramiques qui sont microphoniques. Ça, c'est un grand classique. J'ai de la microphonie un peu partout. Je pense aussi de temps en temps avoir des faux contacts sur un des supports. On verra. Là, les petits condensateurs, ils ont été changés, je pense qu'ils ont été changés dans les années 2000, parce que de l'autre côté, dans la doghouse, là où il y a tous les condensateurs de filtrage de l'alimentation, il y avait un date code sur les condensateurs, ils ont été changés dans les années 2000. Donc ceux-là, je vais les changer aussi. J'ai des jolis petits sprags là, ceux-là, qui sont très bien. Je vais mettre les petits sprags à la place. Ceux-là à la place, je vais mettre des tas de moutarde. C'est ceux-là, oui. Voilà. Là, j'ai des tas de moutarde. Alors, peut-être que ceux-là vont être un peu grands pour aller là. Je vais voir ce que je fais de toute façon. Sinon, j'ai des vichets, je crois, ou des sprags, je ne sais plus. Enfin, bref, je vais voir ce que je mets là. Donc, on va changer ça. Et puis, on va travailler sur... Vous voyez, là... Alors, les résistances carbone ont aussi une particularité, c'est alors carbone aggloméré, hein, ont tendance il y a une tendance chez ces, vous voyez, on entend des craquements là, je ne sais pas si vous les entendez. Elles ont tendance à se fissurer à l'intérieur. On voit rien de l'extérieur, hein. C'est des micro-fissures à l'intérieur. Et à faire des bruits de craquement comme on vient d'entendre là. C'est typique, parce qu'il y a de l'humidité qui vient se mettre à l'intérieur de la résistance. Et on entend des petits craquements. Alors ça, c'est typique des résistances carbone agglomérées. Mais, vous voyez, quand j'appuie... Ils font tous un peu ça, hein. Tous ceux que j'ai eus,
Tous ceux que j'ai eus, ils font ça, on change la résistance carbone et on est tranquille après. Il peut y avoir aussi des faux contacts sur les supports de lampe. Donc les supports de lampe, on peut les nettoyer et les refermer avec un tournevis d'horloger très très fin et en tordant un petit peu les deux pattes qui enserrent la patte de la lampe, on peut arriver à les nettoyer. C'est-à-dire qu'on nettoie avec un cure-dent en plastique et de la bombe contact, les contacts l'un et l'autre, et après on les retord un petit peu pour qu'ils fassent bien contact et que tout rentre dans l'ordre. Ça permet de ne pas changer les supports de lampe et de garder la valeur de l'ampli. Il y avait aussi une chose. Il y avait encore le discapacitor, le condensateur de la mort, le faiseur de veuve. Mais c'était pas grave parce que le propriétaire avait mis un cordon avec terre. Donc le châssis était à la terre. Donc si jamais ce condensateur-là avait la mauvaise habitude, il était directement sur le secteur, hein, même avant le transformateur. Et ce condensateur avait la fâcheuse habitude de se mettre en court-circuit, c'est-à-dire de mettre le 110 ou 220, ça dépendait dans quel pays on était, au châssis. Ce qui fait que le guitariste prenait sa guitare en main et paf, il se retrouvait à l'hôpital, voire pire. Donc ce condensateur-là était à éliminer et à éliminer. Alors là, il l'avait laissé connecter, mais comme le châssis était à la terre, on risquait rien. On risquait de faire sauter les plombs, c'est tout. Mais on risquait rien soi-même. Mais je préfère l'enlever définitivement parce que c'est pas normal qu'on ait encore le discapacitor qui soit connecté sur le secteur. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. On va peut-être encore avoir d'autres surprises. Alors, il a été beaucoup dépanné, hein, ce truc-là. C'est-à-dire que toute la polarisation, la tension pour le bias des lampes, tout a été refait. Condensateur, normalement, là, ce sont des diodes germanium. Les diodes ont été changées, donc c'est une très bonne chose. Il y a eu de fait aussi un équilibrage des filaments des lampes avec deux résistances de centohms. Alors c'est un faux point milieu. C'est un faux point milieu. Normalement, je vous explique. Normalement, on alimente les filaments des lampes, 6,3 volts, avec deux enroulements et un point milieu, c'est-à-dire 3,15 volts de chaque côté. Ça évite les ronfles, puisqu'on se retrouve en symétrique, ça évite les ronfles, les parasites, etc. Sur ces amplis, et quasiment tous les Fender, il n'y a pas de point milieu. Pourquoi il n'y a pas de point milieu? Parce que ça coûte moins cher à fabriquer. Donc on crée un point milieu virtuel avec deux résistances de centohms qu'on met à la masse directement au châssis. Et c'est ici qu'on le fait généralement parce que la lampe, le témoin de fonctionnement de l'ampli est alimenté avec le 6,3 volts des filaments. Donc on se reprend ici. Et on va, vous voyez, avec le fil noir, on va se souder sur le châssis. Ça a été fait aussi. Les condensateurs ont été échangés. Tous les condensateurs d'alimentation, de filtrage de l'alimentation, ils ont été changés aussi. Dans les années 2000. Donc moi, je les ai rechangés parce que 2000, ça fait 23 ans quand même. 24 ans, on est en 2024. Par contre, les résistances, il y a des résistances, toutes les résistances, aucune des résistances carbone n'a été changée. Peut-être quelques-unes qui me paraissent plus récentes que les autres. Et puis les soudures sont propres, enfin paraissent neuves, comparées aux autres qui sont ternes. Donc je pense que ces résistances ont été changées. Il y a des résistances qui ont été changées. Elles ont été changées pour du carbone. Je répète et je redis toujours, il n'y a pas de mojo dans les résistances carbone, ça n'existe pas. Par contre, il y a du bruit, beaucoup de bruit. Et elles dérivent beaucoup en température.
Quand elle chauffe, elle dérive. Ça, c'est typique des résistances carbone. Alors moins, là je parle des carbones agglomérés. Les carbones films dérivent beaucoup moins. Mais tant qu'on y est, autant mettre des métal films, à film métal. On a beaucoup moins de bruit, on a une stabilité thermique. Je veux dire, ça chauffe, hein, ça. C'est bon, bref. En tout cas, il n'y a pas de mojo dans les résistances. Alors après, on peut faire le choix de laisser des résistances carbone, des noces, et mettre des noces, par exemple, changer quand il y en a une qui est morte, parce que c'est un ampli de collection. Ok, ça, je le conçois tout à fait. Mais quand on veut un ampli qui fonctionne correctement, qui soit silencieux et qui soit sans surprise, il n'y a pas 36 000 solutions. Bon, on va attaquer. Hein. Bon, j'ai déjà changé les condensateurs de la lime. On va attaquer, je vais changer, je vais d'ailleurs mettre des condensateurs de bien meilleure qualité que ce qu'ils mettaient à l'époque. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire là. Sur cet étage-là, un petit peu, on est un petit peu microphonique, mais alors celui-là, là. On va mettre tout ça au clair. J'attaque et puis je vous reprends après. Bien, quelques heures après, j'ai changé, j'ai révisé et changé quasiment tous les composants, c'est même pas quasiment, c'est tous les composants du canal basse. Alors je vous explique pourquoi. Chaque composant que je mesurais était totalement dans les choux. C'est pour ça qu'il n'y avait plus rien qui marchait. Il y avait la lampe qui avait un gain absolument minable. Ensuite, il y avait toutes les résistances qui avaient dérivé, mais dérivé carrément de manière drastique. Par exemple, je vous montre une résistance de 470K. 470, hein, elle fait 549,3 kΩ. Tous les composants étaient comme ça. Tous. Donc, impossible de changer juste une petite résistance. En fait, là, on n'est pas face à une panne. On est face à un vieillissement généralisé du préampli. Je prends un condensateur qui fait 10 nanofarads. Alors les condensateurs, ils font toujours leur valeur. D'accord? Donc je me mets là, ici. Ah, il fait 10 nanofarads, mais il fait 152 ohms de SR. C'est beaucoup. Tout comme ça, tout, je sais pas, les 220K, je sais plus à combien elles étaient. Ouais, une 220K, elle a 253. Une autre 220K, elle est, alors une autre 223, elle est 254 kΩ. Etc., etc., etc. Mais il y en a quand même qui avaient dérivé, mais sérieux, quoi. Voilà, une 1,5K, elle est à 2 kΩ. Donc tout ça, ça écroule complètement l'étage. Puis tout ça additionné, ça fait un étage qui marche très mal. Donc, je ne sais pas si vous voyez là, attendez, là, ici, là, j'ai tout changé. J'ai mis des bons condensateurs, des Mustard TAD. Alors, j'ai changé les bleus qu'on retrouve partout.
Je les ai changés pour voir, parce que j'avais du continu qui passait dans le potentiomètre de volume. Alors, potentiomètre de volume, j'ai changé aussi, parce qu'il était mort. J'ai changé les bleus aussi. Alors, les bleus, on les mesure parfaitement bien. Là, c'est un 100 nano. On va regarder combien il fait. Il fait 99,53 et il fait 1 ohm de SR, 1 ohm 5. Il est parfait, en parfait état. Sauf que j'avais un petit peu de continu qui passait dans le potentiomètre. Et en le changeant, j'en ai un peu moins. J'en ai toujours un petit peu. Mais encore, non, j'en ai plus. Donc, les bleus qu'on ne change jamais, parce que c'est vrai qu'ils ont très peu bougé. Je les ai changés. C'est la première fois que je les change. Est-ce que c'était vraiment utile? Ça se discute. De toute façon, j'ai bien fait attention aux pattes, etc. Si on a envie de les remettre, on les remettra. C'est pas, j'ai pas coupé les pattes ni rien du tout. Hein. On a largement, on peut largement les remettre si on veut. Ils sont pas perdus. J'ai changé les petits chimiques qui avaient été changés, je pense, dans les années 2000, parce que bon, ils ont 23 ans. Alors j'ai mis en condensateur, j'ai mis du Sprague en chimique. Les petits chimiques là du Sprague, ils sont très bien. J'ai mis du Styroflex pour les réglages d'aigus. J'ai mis du TAD moutarde pour les réglages de grave. Et j'ai mis du TAD moutarde aussi pour les... Alors non, je raconte une bêtise. J'ai mis, oui, du moutarde pour le condensateur de liaison et pour les corrections graves. Donc avec le deep switch, deep, et puis correction grave. Donc j'ai mis du moutarde. J'ai mis que de la résistance 1% faible bruit, low noise. Et on a un canal assez beaucoup plus silencieux évidemment qu'avant, qui ne craque plus parce qu'il avait des petits craquements aussi. Ça c'était encore un truc. C'est la résistance carbone. Hein, je l'avais dit l'autre jour. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors on va passer, avant que je vous montre la modif que j'ai faite, je vous montre le bias. Alors le bias, je suis à peu près à 36 mA. D'accord? Ici. Pour une tension d'anode de 450 volts. Ce qui nous donne, je crois que c'est 10,8 watts par lampe. Attendez, je vérifie parce que j'ai fait plusieurs réglages, donc je ne sais plus. Donc 450 multiplié par 0,0, je dis 36, hein, égale... Ah non, ça me fait 16 watts 2. 16 watts 2, ça me fait 33, on va dire 32 watts pour les deux lampes. On n'aura pas plus. Hein. On n'aura pas plus. Alors, le problème de ces... Parce que ça, c'est un silver face, en fait, qui a une face black face. Mais il est de 67, donc c'est un silver face. Donc, il a le schéma des silver face. Et je vous montre la modif que j'ai faite sur le réglage de bias. Voilà, ici, là. J'ai rajouté un petit potentiomètre. Et j'ai changé la valeur de la résistance ici. D'accord? Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que après 65, le schéma
AB165. AB165, ouais, a un réglage de bias qui est différent, c'est-à-dire qu'on n'a plus un réglage de bias, on a un réglage de balance entre les lampes. Ça veut dire qu'on peut prendre des lampes qui ne sont pas appairées et les régler l'une par rapport à l'autre pour qu'elles matchent bien avec l'ampli. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réglage de bias. Le réglage de bias global des deux lampes. Donc il suffit de rajouter une petite résistance réglable comme j'ai fait là, pour rajouter un réglage de bias en gardant le réglage de balance. Ça a un avantage, c'est qu'on peut régler le bias avec un seul potentiomètre, parce qu'avant il fallait changer la résistance. Si on ne mettait pas des lampes qui matchaient avec le bias de cet ampli, il fallait changer une résistance à la main au fer à souder, d'accord? Donc là, il n'y a plus besoin. On a un petit potentiomètre réglable qui nous permet de régler le bias général. Et puis on a toujours ce réglage de balance entre les deux lampes, ce qui fait qu'on peut utiliser des lampes qui sont mal appairées et les appairer ensemble. On peut même le faire à l'oreille, parce que quand les deux lampes ne sont pas appairées, on entend une légère ronfle qui apparaît. Donc on sait qu'on est bien réglé quand la ronfle a totalement disparu. Donc ça, là j'ai modifié. J'ai encore des petits bruits par moment, tout petits bruits. On pourrait aller plus loin. Il faut peser le pour et le contre, là. Ah oui, j'ai changé aussi le condensateur qui alimente le bias. Je n'ai pas dit, mais... et puis j'ai viré le condensateur de la mort. N'oublions pas, très important. Donc voilà, j'ai changé le condensateur ici pour le bias, et j'ai viré le condensateur de la mort qui est ici. J'ai pas touché au canal normal, parce que le canal normal fonctionne assez bien. Pourquoi? Parce qu'il est très silencieux et il fonctionne très bien. Donc moi j'ai pour principe de ne pas toucher à ce qui marche. Ça porte malheur. Alors pour en revenir à notre histoire du bateau de Thésée, là j'ai changé tous les composants du canal basse. D'accord? Donc on va me dire c'est plus un Bassman Amp de 1967. Eh bien si. J'ai eu le plaisir de dîner au printemps de l'année dernière avec un responsable de Neumann France. Puis on a parlé chiffon, évidemment, on a parlé de plein de choses. Et à un moment, il aborde le problème du vintage. Et puis on échange un peu nos expériences. Il me disait qu'ils avaient toujours un problème, le problème que j'ai, moi aussi, que tous les électroniciens ont en fait, c'est que quand on lui amène un micro vintage, par exemple un U87, dont la cellule est à changer, donc la cellule c'est vraiment le cœur du micro, change la cellule. Alors il faut savoir que Neumann fabrique leurs cellules en salle blanche par rapport aux mêmes caractéristiques, mêmes critères, mêmes techniques de fabrication que quand ils sont sortis au tout début. Donc il n'y a pas de... Ils fabriquent des cellules qui sont parfaitement compatibles avec les cellules de l'époque, qui sont parfaitement des copies en fait des cellules de l'époque. C'est des refabrications, quoi, tout à fait correctes. Et les gens se plaignent, disent « Ah, mais j'ai plus le son de mon U87 vintage qui a 50 ans, etc. » Alors, il me disait, on est obligé de leur expliquer que le micro qu'on vous rend, c'est le micro d'origine. Ce que vous aviez, le son que vous aviez après, avec votre micro fatigué,
au bout de 50 ans, c'était pas le son du 87. Le son du 87, c'est ce qu'on vous rend avec une cellule neuve. Et puis une électronique peut-être aussi modernisée, parce que tout vieillit hein, dans ces machines-là. Là, on est dans le même cas de figure. L'étage de basse, là, va fonctionner comme il fonctionnait à la sortie d'usine, puisque j'ai tout changé. J'ai refabriqué, en fait, l'étage de basse complet. Alors, quelque part, cette histoire du bateau de Thésée, au bout de 1000 ans, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? Mais bien sûr. Enfin, moi, c'est ma réponse. C'est même le vrai bateau de Thésée, parce que c'est le bateau de Thésée d'origine, c'est-à-dire qu'il a été remis à neuf. Et quand il est sorti des chantiers navals, il était neuf, le bateau de Thésée. On l'a remis à neuf. Il n'y a effectivement plus une pièce d'origine, mais il est comme sorti du chantier naval. Et là, les réparations qu'on fait dessus, et des fois il faut tout changer. Moi j'ai pris le parti de tout changer, parce que tout avait dérivé, tout. Alors moi je ne suis pas trop d'accord de changer par exemple les résistances qu'on dérivait le plus et de laisser celles qu'on dérivait à moitié, pour deux raisons. D'abord j'ai toujours l'impression de ne pas avoir fini mon travail. Et deuxièmement, celles qui n'ont pas encore dérivé de trop, on va dire qu'elles ont dérivé à 20%. On a vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient dérivé à 50% de leur valeur, ce qui est énorme. Elles vont continuer à dériver, et elles vont dériver de plus en plus vite. Et puis elles amènent du bruit, elles amènent des craquements. Alors là, les craquements, on ne peut pas savoir quelle résistance. Dans une cellule, par exemple, de filtrage, savoir quelle résistance amène des craquements, c'est impossible. Les condensateurs, la céramique, qui deviennent microphoniques, on est obligé de les changer. Je veux dire, il y a des vibrations hein, dans l'ampli, etc. Et puis ils n'ont plus leur valeur, et puis j'avais plus de correction de grave, donc je suis bien obligé de les changer. Bref, quitte à changer tous ces éléments principaux, autant changer tout ce qui est un peu périphérique aussi, qui a moins dérivé, et puis d'avoir quelque chose, de repartir sur une base saine. Moi, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis. Et puis, je pense la même chose que ce responsable de chez Neumann, c'est-à-dire qu'on vous rend une machine qui sonne comme au premier jour, comme à la sortie d'usine. Alors c'est bien d'avoir des collectionneurs. Moi je suis pour la collection, pour une raison très simple, c'est que garder... Parce que vous savez, quand on touche à ces amplis, on ne sait jamais trop ce que les techniciens ont fait avant. Moi je vais faire un compte-rendu, hein, mais on ne sait jamais trop ce que les techniciens ont fait avant. Et du coup on ne sait pas comment c'était fait à l'origine. Donc garder des amplis sans avoir été jamais touchés, c'est génial. Moi, je suis très content quand j'en ouvre un et que je me dis « Ah, il n'a jamais été ouvert ». Parce que ça me permet de voir comment c'était fait à l'époque et comment il est sorti d'usine et surtout comment il a vieilli, sachant que personne n'y a jamais touché. C'est quasiment impossible d'en trouver des comme ça. Maintenant, ça m'est arrivé avec un Music Man qui n'avait jamais été ouvert, ou ça arrive des fois avec des amplis qui ont été oubliés dans des caves pendant X temps. Donc moi, je suis partisan. Alors, quand on tombe sur un ampli comme ça, qui a déjà été énormément modifié, les jacks d'entrée sont neufs, certains potentiomètres du canal normal, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est moins bruyant, les potentiomètres sont neufs. Les jacks d'entrée aussi. Les switches Bright et Deep ont été déjà changés et ils crachent de nouveau. Hein. C'est vraiment de la saloperie, ces switches. J'ai pas changé parce que j'en avais pas. Et puis, de toute façon, ça recommence toujours. Donc, avec ces trucs-là. Donc, j'ai jamais vu un Fender de cette époque-là avec les boutons deep ou Bright
ne pas cracher. Et puis de toute façon, on ne les change pas en jouant. Hein. On règle son son une bonne fois pour toutes et puis c'est terminé. Donc ça, c'est pas grave. Donc je touche pas, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y avait... Alors, il y aurait un support de lampe 6L6 GC, la 6L6, qui ne paraît pas en grande forme. Je les ai nettoyés, j'ai resserré les contacts. On verra. Si jamais il y a des faux contacts qui se signalent de nouveau dans le futur, il faudra les changer. Hein. Mais bon, c'est une machine qui a déjà été beaucoup touchée, beaucoup. Hein. Donc, quelque part, j'ai pas eu d'état d'âme à tout changer. Au moins sur le canal basse. On touche pas à ce qui fonctionne. Voilà. Voilà donc à peu près ma position. Donc pour résumer, collectionner c'est très bien parce que c'est bien de garder des machines dans l'état original. Mais si vraiment on veut, si quelqu'un tourne avec et qui veut avoir quelque chose de fiable, on est obligé de le remettre à neuf, hein. C'est obligatoire. Ou alors, il y a un compromis entre les deux, c'est-à-dire qu'on les touche très peu. Ils peuvent tomber en panne du jour au lendemain, puisqu'on ne les touche pas beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de vieux composants. Et à ce moment-là, on le garde en studio. Et on l'utilise en studio. Puis quand il est en panne en studio, ben, c'est pas une catastrophe. Sur scène, on ne peut pas se permettre de tomber en panne. Bon, voilà. Voilà à peu près le truc. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là-dessus. Donc, oui, la modification sur le BIAS. Hein. Alors, oui, peut-être une hypothèse, avec mon esprit toujours mal tourné. Pourquoi ils ont fait ça, Fender? C'est-à-dire de mettre un réglage de balance de BIAS plutôt qu'un réglage de BIAS. Moi, je pense que c'est parce qu'ils voulaient imposer la vente de leurs lampes, les lampes qui sont faites pour le Bassman, par exemple, des 6L6. Alors, ils visaient en fait d'une pierre deux coups. Ils imposaient de vendre leurs lampes qui matchaient avec le BIAS fixe de l'ampli. Et en plus, ils n'étaient pas obligés de les appairer, parce qu'il y avait un réglage, un bouton d'appairage. Bingo. Parce que les lampes de puissance appairées coûtent beaucoup plus cher, évidemment, puisqu'il y a du déchet. Hein. On est obligé de les trier, déjà. C'est long à faire. Et puis, dans le tas, il y a des lampes qui ne matchent pas, donc celles-ci, elles sont perdues. Elles sont vendues à bas prix sur... à l'époque, eBay n'existait pas. Hein. Donc c'était une perte. Donc voilà, donc moi je pense qu'ils ont dû cogiter ça, puis se dire ça va nous coûter vachement moins cher et on va se faire du fric là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a aucune raison de changer ce réglage de BIAS à la base, c'est-à-dire de prendre des lampes appairées et de régler le BIAS sur des lampes appairées. Il n'y a aucune raison de changer ça. S'ils ont changé ça, il y a une raison. Et je ne vois que cette raison-là, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des jeux de lampes désappairés, et d'imposer aussi leur jeu de lampe pour qu'il soit compatible avec le BIAS fixe de l'ampli. Moi, je pense que c'est une bonne explication. Voilà. Bah écoutez, un petit Bassman qui va repartir pour de nouvelles aventures. Il sera sous surveillance de toute façon, hein, ces vieux amplis. Tout n'a pas été changé, tout n'est pas neuf, donc il sera sous surveillance, mais c'est la vie des vieux, hein, voilà. Eh bien, écoutez, bye bye et à la prochaine.